Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, à la chaîne, on aime les camions, on est des fanatiques de camionnettes. Vous nous l'avez demandé depuis longtemps et c'est maintenant le temps d'essayer le nouveau Ford Ranger qui avait quitté le territoire nord-américain depuis un bon bout de temps. Je le sais, cousins français, vous l'avez depuis un bon bout de temps. Vous avez même des versions Raptor en Australie. C'est justement l'équipe de Ford Australie qui a redessiné ce véhicule-là dans les années 2015. Et là, on arrive un retour en force en territoire nord-américain avec celui-ci. Commençons tout de suite à parler de l'extérieur. Eh bien, camionnette typique. Il faut dire le fait d'avoir une camionnette un peu plus petite aussi nous permet d'être beaucoup plus maniable lorsqu'on va sortir des sentiers battus et surtout en stationnement urbain aussi. Donc, quand on la regarde, la section à l'avant, une grille typiquement Ford, la mention Ranger. On va jouer aussi beaucoup sur les packages de chrome qui sont disponibles ou encore tout simplement le côté gris au niveau de la calandre, les phares OLED avec la version Laria. C'est sûr que si vous allez avec la version XL, bon, on a des roues en acier, on n'a pas nécessairement le look un peu plus musclé que je recherche habituellement au niveau d'une camionnette, mais si vous voulez du style, allez dans la version XLT ou encore Laria. En passant, deux configurations possibles au niveau de la caisse puis au niveau de la cabine. Donc, cabine allongée ou encore Super Crew, c'est sûr que si vous voulez plus d'espace à l'intérieur, je vous le recommande tout de suite. La version qu'on a, c'est le Laria. On a ajouté le fameux package FX4. Et ça, c'est le package pour le groupe hors sentier. C'est ça qui va nous amener à l'aventure aussi. Vous avez bien entendu les plaques de protection. Vous avez les pneus qui sont beaucoup plus agressifs. Vous allez remarquer les crochets aussi à l'avant du véhicule. Quand on parle aussi de transporter parfois notre cargo, notre VTT ou encore notre machine d'aventure, eh bien, il y a des crochets à l'intérieur de la boîte et on a un bel enduit qui a été appliqué directement à l'usine pour justement être sûr que ça dure et qu'on n'endommage pas la boîte si jamais on travaille avec le véhicule. Regardez quand même la garde au sol qui est intéressante. On a quand même le pneu de secours qui est à l'arrière et vous allez remarquer qu'on a quand même assez bien protégé les composantes en dessous du véhicule. Donc, si jamais on frappe, inquiétez-vous pas. Aujourd'hui, à Question Auto, on s'en va rouler justement ça en mode aventure, mais surtout en mode hors route. Lorsqu'on prend place à bord du Ford Ranger, c'est sûr qu'on constate qu'on utilise beaucoup de plastique. C'est quand même un véhicule qui a été redessiné en 2015 et je dois avouer que je me serais attendu un petit peu plus de fonctionnalité, que ce soit au niveau des espaces de rangement, voire même des fois à la finition au niveau des commandes ici. On a un écran central dans la version qu'on a présentement qui est d'une dimension de 8 pouces. C'est sûr que le système Sync 3, je trouve qu'on a vieilli rapidement. Hein? Il y a certaines lenteurs lorsqu'on va utiliser le GPS et tout. C'est quand même des gros boutons assez fonctionnels, c'est facile à comprendre, mais je m'attends à une réactivité maintenant, surtout quand on est en 2019. Il faut que ce soit rapide, efficace, bonne qualité, bonne résolution. La caméra de recul est quand même très claire aussi et on a toujours Android Auto et Apple CarPlay qui vient un peu sauver la mise. Lorsqu'on regarde au niveau du bloc instrument, le côté gauche est personnalisable, donc on peut avoir un affichage voyage, un affichage hors route et lorsqu'on déplace nos yeux à droite, eh bien c'est la navigation, le système audio qui vient ajouter un peu plus d'informations rapides à consulter. Le confort est très intéressant au niveau du Ford Ranger, au niveau des sièges, au niveau de l'ajustement. Je vous rappelle que certaines camionnettes de la compétition, qu'on n'a même pas de siège électrique, on ne peut même pas lever le siège, mais ça ici, c'est quand même très intéressant. Section centrale, encore une fois, un peu restreinte. C'est directement ici que vous allez retrouver donc vos boutons pour le 4x4, pour passer en gamme basse, verrouiller le différentiel, mais aussi passer en mode remorquage avec le véhicule. Pour le reste, c'est très plastique, un classique. Lorsqu'on se déplace en arrière, c'est là que ça dépend. Parce que si vous choisissez la version donc à cabine allongée, vous allez peut-être trouver ça un peu difficile, mais si jamais vous avez la version Super Crew, c'est quand même beaucoup plus confortable. Les bancs sont moelleux, une belle position, puis si on va brasser le véhicule, bien, vos occupants à l'arrière vont se sentir tout à fait comme à l'avant. Cependant, vous allez devoir faire un choix. Moins d'espace cargo dans la boîte, plus de confort pour les passagers, ou encore le contraire. Ça dépend de votre style aventurier. Du côté motorisation maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, c'est le classique moteur 2.3 EcoBoost qu'on connaît dans la Mustang,
qu'on connaît aussi dans la Focus. Vous avez une puissance de 270 chevaux à 5500 tours et 310 livres de coupe. Donc, impressionnant pour un petit 4 cylindres comme ça. On n'a pas osé aller dans le diesel ou encore une version suralimentée plus grosse. On le sait, là, vous l'attendez, la version Raptor, mais je ne pense pas que ça va s'en venir tout de suite en territoire nord-américain. On a jumelé le tout à une 10 vitesses. Il faut dire qu'on a uniquement une version 4x4 qui est disponible au Canada. Aux États-Unis, c'est disponible en 2 roues motrices. Donc, le côté camionnette abordable dans le temps, qu'on avait un petit 2 pads bien minuscule pour travailler, on a uniquement ces versions-là qui sont disponibles ici. Côté capacité de remorquage, on parle de 7500 livres. Et là où est-ce que ça va être intéressant aussi, c'est au niveau de la charge de la benne en arrière. 1860 livres. Encore une fois, dépendant de la configuration, ça va varier un petit peu, mais ça commence à être très intéressant. C'est sûr, côté consommation, on parle de 10,8 litres au 100, 9,8 litres donc sur l'autoroute, ce qui est quand même très acceptable et on a fait dans ces chiffres-là avec le véhicule, mais il va falloir bien entendu utiliser de l'essence suprême. Faire attention cependant aux options, il y en a certaines qui reviennent assez chères, donc le système de son B&O, intéressant côté sonore, mais je ne suis pas prêt à débourser le 3000 $. Parlons maintenant comportement routier. Les accélérations sont quand même très bonnes. C'est un moteur qui a beaucoup de couple, donc on n'a pas nécessairement besoin de le faire révolutionner très haut. Et ça va nous aider aussi à déplacer des charges, qu'ils soient dans la boîte ou encore en mode remorquage. Du côté freinage et comportement routier, c'est sûr qu'on a quand même un peu de mouvement de la suspension en arrière, qui est toujours avec une configuration très unique à une seule lame. Je dois avouer cependant que si vous faites uniquement de la route, ça peut venir un petit peu tannant, mais il ne faut pas oublier qu'il faut aller chercher une balance. Quand on est chargé, quand on fait de la route pour le confort routier, mais aussi quand on veut un certain confort en route. On veut un véhicule qui va être solide et qui ne nous lâchera pas en plein sentier. Et bien entendu, on doit balancer les amortisseurs, le châssis, et ainsi de suite. Un petit peu plus dur aussi si vous choisissez le package FX4. Au niveau de la fermeté des amortisseurs, c'est sûr que ce package-là ajoute une panoplie de choses, dont beaucoup de protection. Et ça, c'est important aussi lorsqu'on va sortir en mode hors-route. Que ce soit au niveau de la plaque en avant, regardez aussi le pare-choc qui est en acier. Donc, jamais il y a un impact, on n'est pas obligé de tout changer. Puis ça n'éclatera pas en 1000 morceaux parce que c'est en plastique. Il faut dire aussi qu'on va avoir un système de contrôle au niveau du terrain, donc que ce soit de la boue, que ce soit du sable, que ce soit n'importe quel terrain aussi qu'on veut gravir, quand même une vitesse assez lente, vous avez ce système-là qui va vous assister. Possibilité de verrouiller le différentiel et ce, dans n'importe quel mode. On maintient le bouton enfoncé et voilà, on a beaucoup plus de traction, mais il n'y en a pas nécessairement en avant comme la compétition nous offre. Vous allez remarquer aussi la position de l'attelage qui est très élevée à l'arrière. Ça va être parfait pour balancer vos charges aussi. Il n'y a pas nécessairement de contrôleur de frein, mais inquiétez-vous pas. Ça s'en vient dans la prochaine année. Ça va être un équipement donc avec le package hors-route. Du côté prix maintenant, et là, je vous dis tout de suite, il y a une petite différence si on y va avec une cabine allongée ou encore un Super Crew comme on appelle. C'est sûr que le prix de base du XL, on parle de 32 000 $. Grosso modo, il ne faut pas oublier d'ajouter taxes, transport, préparation, blablabla. On parle de roues en acier, de sièges en tissu, quand même le système de freinage d'urgence, le système Sync aussi, pas nécessairement un look que je tripe. Il faut noter aussi que le XL est uniquement offert en cabine allongée. Si on veut aller vers la cabine un peu plus grosse, la version XLT, c'est celle-là qu'on va devoir choisir. Donc 37 000 ou encore autour de 39 000 $. Les roues 17 pouces, Ford Copilot 360, les lumières auxiliaires à l'avant, sonore qu'on ajoute avant-arrière. Vous avez aussi la version pleinement équipée, le Laria, autour de 44 000 $. On ajoute le cuir, le système Sync 3, l'accès intelligent, mais vous allez devoir cependant rajouter 1 400 $ pour le fameux package hors route, sans oublier le package noir à 2 400
495 $. Le système de son, 3 000 $ pour un B&O, ça je trouve ça un peu cher. Même les pneus à lettrage blanc, on parle de 350 $. C'est sûr que la compétition est quand même très féroce. On peut penser au Tacoma avec ses versions TRD Pro qui est très agressif, un gage de fiabilité depuis très longtemps. On a le fameux Ridgeline aussi qui réussit quand même à bien tirer la carte de son jeu, mais oublier la gamme basse, beaucoup plus une camionnette urbaine si on veut. Il y a quand même le Canyon et le Colorado qui va avoir son avantage à ajouter la version diesel. On en a un Ford Ranger diesel, mais il est en Europe présentement. Et on n'oublie pas aussi le Nissan Frontier. Il y en a qui l'achètent encore. Cependant, on est vraiment rendu dans une autre sphère du passé, avec un camion qui est vraiment archaïque, mais qu'on attend quand même une nouvelle version sous peu. Donc, du côté des plus et des moins pour le Ford Ranger, du côté moins, le comportement routier, c'est vraiment bouncy. Il ne faut pas oublier que ça peut devenir très cher, plus cher, voire même que son grand frère, le F-150. Donc là, il va avoir une décision à prendre côté prix. Mais du côté des plus, c'est un véhicule qui est capable d'en prendre, mais on s'entend, c'est un châssis qui est quand même très rigide et qui est capable d'en prendre hors route. Donc, il faut dire que le Ford Ranger est quand même bien balancé, surtout si vous aimez partir à l'aventure. La gang, questions, commentaires ci-dessous, n'oubliez pas de faire un pouce en l'air, abonnez-vous à Questions Auto et on se dit à une autre vidéo.